Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Préface. J'ai le plaisir de présenter au lecteur le plus récent des poèmes que l'admirable légende de Tristan et Iseut a fait naître. C'est bien un poème, en effet, quoiqu'il soit écrit en belle et simple prose. Monsieur Joseph Bédier est le digne continuateur des vieux trouveurs qui ont essayé de transvaser dans le cristal léger de notre langue l'enivrant breuvage où les amants de Cornouailles goûtèrent jadis l'amour et la mort. Pour redire la merveilleuse histoire de leur enchantement, de leur joie, de leur peine et de leur mort, telle que, sortie des profondeurs du rêve celtique, elle ravit et troubla l'âme des Français du XIIe siècle, il s'est refait, à force d'imagination sympathique et d'érudition patiente, cette âme elle-même, encore à peine débrouillée, toute neuve à ses émotions inconnues, se laissant envahir par elle sans songer à les analyser.
et adaptant, sans y parvenir complètement, le conte qui le charmait aux conditions de son existence accoutumée. S'il nous était parvenu de la légende une rédaction française complète, Monsieur Bédier, pour faire connaître cette légende aux lecteurs contemporains, se serait borné là à en donner une traduction fidèle. La destinée singulière qui a voulu qu'elle ne nous parvint que dans des fragments éparses l'a obligé de prendre un rôle plus actif dans la composition, rôle pour lequel il ne suffisait plus d'être un savant, pour lequel il fallait être poète. Des romans de Tristan dont nous connaissons l'existence, et qui tous devaient être de grande étendue, ceux de Chrétien de Troyes et de La Chèvre ont péri tout entiers. De celui de Béroul, il nous reste environ 3000 vers, autant de celui de Thomas. D'un autre, anonyme, 1500 vers environ. Puis ce sont des traductions étrangères, dont trois nous rendent assez complètement pour le fond, mais non pour la forme, l'œuvre de Thomas, dont une nous représente un poème fort semblable à celui de Béroul. Des allusions parfois très précieuses, de petits poèmes épisodiques, et enfin l'indigeste roman en prose où se sont conservés, au milieu d'un fatras sans cesse grossi par les rédacteurs successifs, quelques débris des vieux poèmes perdus. Que faire en présence de ces amas de décombres si l'on veut restaurer un des édifices écroulés? Il y avait là deux partis à prendre. S'attacher à Thomas ou s'attacher à Béroul. Le premier parti avait l'avantage d'aboutir sûrement, grâce aux traductions étrangères, à la restitution d'un récit complet et homogène. Il avait l'inconvénient de ne restituer que le moins ancien des poèmes de Tristan, celui dans lequel le vieil élément barbare a été complètement assimilé à l'esprit et aux œuvres de la société chevaleresque anglo-française. Monsieur Bédier a préféré le second parti, beaucoup plus difficile et par cela même plus tentant pour son art et pour son savoir, et plus convenable aussi au but qu'il se proposait: faire revivre pour les hommes de nos jours la légende de Tristan sous la forme la plus ancienne qu'elle ait prise, ou, du moins, que nous puissions atteindre en France. Il a donc commencé par traduire aussi fidèlement qu'il l'a pu le fragment de Béroul qui nous est parvenu, et qui occupe à peu près le centre du récit. S'étant ainsi pénétré de l'esprit du vieux conteur, s'étant assimilé sa façon naïve de sentir, sa façon simple de penser, jusqu'à l'embarras parfois enfantin de son exposition et la grâce un peu gauche de son style, il a refait à ce tronc une tête et des membres, non pas par une juxtaposition mécanique, mais par une sorte de régénération organique telle que nous la présentent ces animaux qui, mutilés, se complètent par leur force intime sur le plan de leur forme parfaite. Ces régénérations réussissent, on le sait, d'autant mieux que l'organisme est moins arrêté et moins développé. C'était bien le cas pour Béroul. Il s'assimilait lui-même des éléments de toute provenance, parfois assez disparates, et dont la disparité ne le choquait ni ne le gênait, d'autant plus qu'il leur faisait souvent subir une sorte d'accommodation qui suffisait à leur donner une homogénéité superficielle. Le Béroul moderne a donc pu procéder de même, sauf à y mettre plus de choix et plus de goût. Dans le fragment anonyme qui fait suite au fragment de Béroul, dans la traduction allemande d'un poème voisin de celui de Béroul, dans Thomas et ses traducteurs, dans les allusions et les poèmes épisodiques, dans le roman en prose lui-même, il a pris de quoi refaire aux morceaux conservés un commencement, une suite et une fin, en cherchant toujours, entre les multiples variantes du conte, celle qui convenait le mieux à l'esprit et au ton du fragment authentique. Puis, et c'est l'effort le plus ingénieux et le plus délicat de son art, il a essayé de donner à tous ces morceaux éparses la forme et la couleur que leur aurait donné Béroul. Je ne jurerai pas qu'il n'a pas écrit tout le poème en vers aussi semblables que possible à ceux de Béroul, pour les traduire, ensuite, en français moderne, avec autant de soin qu'il avait fait pour les 3000 vers conservés. Si le vieux poète revenait aujourd'hui, et qu'il s'enquit de ce qu'est devenu son œuvre, il serait émerveillé de voir avec quelle pitié, quelle intelligence, quel travail et quel succès elle a été retirée de l'abîme sur lequel un seul débris surnageait, et remise à flot, plus complète même sans doute, plus brillante et plus alerte qu'il ne l'avait lancée jadis. C'est donc un poème français du milieu du XIIe siècle,
mais composé à la fin du XIXe que contient le livre de Monsieur Bédier. C'est bien ainsi qu'il convenait de présenter au lecteur moderne l'histoire de Tristan et d'Iseut, puisque c'est en prenant le costume français du XIIe siècle qu'elle s'est emparée jadis de toutes les imaginations, puisque toutes les formes qu'elle a revêtues depuis remontent à cette première forme française, puisque nous voyons forcément Tristan sous l'armure d'un chevalier et Iseux dans la longue robe étroite et droite des statues de nos cathédrales. Mais ce costume français et chevaleresque n'est pas le costume primitif. Il n'appartient pas plus à nos héros qu'à ceux de la Grèce et de Rome que le Moyen Âge en affublait au même temps. On s'en aperçoit à plus d'un trait conservé par les adaptateurs. Béroul, notamment, qui s'applaudit d'avoir effacé quelques vestiges de la barbarie primitive dans son œuvre, en a laissé subsister bien d'autres. Thomas lui-même, plus soigneux observateur des règles de la courtoisie, ne laisse pas de nous ouvrir çà et là d'étranges perspectives sur le véritable caractère de ces héros et du milieu où ils se meuvent. En combinant les indications souvent bien fugitives des conteurs français, on arrive à entrevoir ce qu'a pu être chez les Celtes ce poème sauvage, tout entier bercé par la mer et enveloppé dans la forêt, dont le héros, demi-dieu plutôt qu'homme, était présenté comme le maître ou même l'inventeur de tous les arts barbares, tueur de cerfs et de sangliers, savant dépeceur de gibier, lutteur et sauteur incomparable, navigateur audacieux, habile entre tous à faire vibrer la harpe et la rote, sachant imiter jusqu'à l'illusion le chant de tous les oiseaux, et avec cela, naturellement, invincible dans les combats, dompteur de monstres, protecteur de ses fidèles, impitoyable à ses ennemis, vivant d'une vie presque surhumaine, objet constant d'admiration, de dévouement et d'envie. Ce type s'est formé à coup sûr très anciennement dans le monde celtique. Il était tout indiqué qu'il se compléta par l'amour. Je n'ai pas à redire ici quel est, dans la légende de Tristan et Iseut, le caractère de la passion qui les enchaîne, et ce qui fait de cette légende, dans cette forme diverse, l'incomparable épopée de l'amour. Je rappellerai seulement que l'idée de symboliser l'amour involontaire, irrésistible et éternel, par ce breuvage dont l'action, et c'est là en quoi il diffère des filtres vulgaires, se prolonge pendant toute la vie et persiste même après la mort, que cette idée, qui donne à l'histoire des amants son caractère authentique et unique, fatal et mystérieux, a évidemment son origine dans les pratiques de la vieille magie celtique. Je ne veux pas non plus insister sur les traits de mœurs et de sentiments barbares que j'ai indiqués tout à l'heure, et qui font à chaque instant un effet si singulier et si puissant dans le tranquille récit des conteurs français. Monsieur Bédier, naturellement, les a recueillis avec prédilection en faisant, pour compléter l'œuvre de Béroul, son travail d'industrieuse mosaïque. Les lecteurs les remarqueront sans peine, et sentiront combien l'histoire que nos poètes français du XIIe siècle racontaient à leurs contemporains était étrangère au milieu dans lequel ils la propageaient, et avec lequel ils s'efforçaient en vain de le faire cadrer. Ce qui les attirait, dans l'histoire de Tristan et d'Iseut, ce qui les poussait à entreprendre de la faire entrer, malgré toutes les difficultés et les obscurités qu'elle leur présentait, dans la forme déjà consacrée des poèmes en vers octosyllabiques, ce qui fit en effet le succès de leur entreprise et valut à cette histoire, dès qu'elle fut connue du monde romano-germanique, une popularité sans précédent, c'est l'esprit qui l'anime d'un bout à l'autre, qui circule dans tous ces épisodes comme le boire amoureux dans les veines des deux héros, l'idée de la fatalité de l'amour qui l'élève au-dessus de toutes les lois. Incarnée dans deux êtres d'exception, cette idée, qui répond aux sentiments secrets de tant d'hommes et de tant de femmes, s'est d'autant mieux emparée des cœurs qu'elle est, ici, purifiée par la souffrance et comme consacrée par la mort. Au milieu de la fragilité ordinaire des affections humaines, des déceptions renouvelées que subit l'illusion toujours changeante, le couple de Tristan et d'Iseut, rivé dès l'abord d'un lien mystérieusement indissoluble, battu par tous les orages et y résistant malgré tout, essayant vainement de se déprendre, et finalement emporté dans un dernier et éternel embrassement, apparaissait et apparaît encore comme une des formes de cet idéal que l'homme ne se lasse pas de faire planer au-dessus du réel, et dont les aspects multiples et opposés ne sont que des manifestations diverses de son aspiration obstinée vers le bonheur. Si cette forme est une des plus séduisantes et des plus émouvantes,
Elle est aussi une des plus dangereuses. L'histoire de Tristan et d'Iseut a versé jadis, on n'en saurait douter, dans plus d'une âme un poison subtil. Et aujourd'hui encore, préparé par le magicien moderne qui y a joint la puissance de l'incantation musicale, le breuvage d'amour a certainement troublé, peut-être égaré ou arrêté de faire battre plus d'un cœur. Mais il n'y a pas d'idéal dont le charme n'est son péril. Et pourtant, on ne saurait priver la vie d'idéal sans la condamner à la platitude et au morne désespoir. Il faut savoir, quand on passe devant les grottes des sirènes, se tenir fermement attaché au mât sans renoncer à entendre la divine mélodie qui fait entrevoir aux mortels des félicités surhumaines. Au reste, si tout l'attrait du vieux poème subsiste dans le renouvellement qu'on va lire, le danger qu'il pouvait présenter pour les contemporains de Béroul y est singulièrement atténué pour les nôtres. Les passions sont d'autant plus contagieuses pour les âmes qu'elles se présentent dans des âmes semblables. Lorsqu'il s'agit d'âmes lointaines et très différentes, sinon dans leur fond, au moins dans les conditions extérieures de leur activité, les passions gardent toute leur grandeur et leur beauté, mais perdent beaucoup de leur force suggestive. Le Tristan et Iseut de Béroul, ressuscités par Monsieur Bédier, avec leurs costumes et leurs allures d'autrefois, avec leur façon de vivre, de sentir et de parler moitié barbare, moitié médiéval, seront pour les lecteurs modernes comme les personnages d'un vieux vitrail, aux gestes raides, aux expressions naïves, aux physionomies énigmatiques. Mais, derrière cette image, marquée de l'empreinte spéciale d'une époque, on voit comme le soleil derrière le vitrail resplendir la passion, toujours identique à elle-même, qui l'illumine et la fait flamboyer tout entière. Un éternel sujet de méditation de la pensée et des troubles du cœur, représenté par des figures dont l'archaïsme même fait l'intérêt. Voilà là tout le poème du renouveleur de Béroul. Il y a là déjà de quoi charmer les lecteurs curieux à la fois d'histoire et de poésie. Mais ce que je n'ai pu dire, ce qu'on découvrira avec ravissement à la lecture de cette œuvre antique, c'est le charme des détails, la mystérieuse et mythique beauté de certains épisodes, l'heureuse invention d'autres plus modernes, l'imprévu des situations et des sentiments. Tout ce qui fait de ce poème un mélange unique de vétusté immémoriale et de fraîcheur toujours nouvelle, de mélancolie celtique et de grâce française, de naturalisme puissant et de fine psychologie. Je ne doute pas qu'il ne retrouve auprès de nos contemporains le succès qu'il a obtenu auprès de nos aïeux du temps des croisades. Il appartient vraiment à cette littérature du monde dont parlait Goethe. Il en avait disparu par une mauvaise fortune imméritée. Il faut savoir un gré infini à monsieur Joseph Bédier de l'y avoir fait rentrer à nouveau. Gaston Paris.